première table ronde sur les mesures d'hygiène mises en place suite à la COVID-19. Notre première ronde aussi en virtuel pour Crew. Merci d'être là. Je me présente Marie Couture, je suis présidente de Crew M et présidente de Toiture Couture. C'est vraiment un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je veux remercier tous nos partenaires annuels, sans qui rien ne serait possible. En notre partenaire Diamant Toiture Couture, notre partenaire Platine Ivanhoe Cambridge, nos partenaires Or Asset Service, BDO, Oxford, Richter, la Banque TD et Suprema, notre partenaire Leadership, le groupe Maurice, puis notre partenaire Mentorat, Toiture Bro. Puis ici, tous nos partenaires argent, sans qui rien ne serait possible, un grand merci. Avant de vous présenter nos panélistes, je veux juste vous expliquer le déroulement de la session. On a 1 heure, on s'est entendu 1 heure top chrono. Je vous demanderai vraiment de poser vos questions via le Q&A. On va voir dans le courant si on va le faire pendant, mais il y a probablement des fortes chances que les réponses à vos questions soient à la fin. Et je vous demande de ne pas utiliser le chat parce qu'on ne va pas vraiment le regarder. Alors, sans plus tarder, je veux vraiment vous présenter nos panélistes. On a la chance d'avoir 5 personnes extraordinaires. Alors, je vais commencer. Laurence Binette, gestionnaire immobilier commercial et résidentiel Alfid Services Immobiliers, qui sont en affaires depuis 36 ans. On a Annick Desmarteaux, vice-présidente bureau Québec Ivanhoe Cambridge, nouvelle présidente de Beaumont Québec. Alors, félicitations Annick, c'est vraiment un bel accomplissement. Merci. Edith Maltais, directrice des comptes stratégiques chez Citron Hygiène. Citron Hygiène, son mandat, c'est créer un environnement sain depuis 40 ans. Julie Roy, présidente directrice générale de Roy, une entreprise en entretien ménager depuis 65 ans, une entreprise fondée par son grand-père. Et le dernier, mais non le moindre, M. Jocelyn Trottier, président GDI Services Québec, une entreprise qui existe depuis 1926. Alors, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'expérience autour de la table et on va avoir une belle discussion. Alors, merci à vous 5 d'être avec nous. Première question, c'est moi qui l'ai rajouté. Je voulais juste, dans le fond, cette crise-là qui nous a tous vraiment frappés de plein fouet. Je me demandais, quand c'est arrivé, votre premier état d'esprit, puis en date d'aujourd'hui, est-ce que ça l'a un peu évolué? J'ai commencé avec Julie. Quand c'est arrivé, cette crise, oui. Écoutez, moi, je pense comme tout le monde, il y avait la peur. Hein? Il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans. Donc, avant, comme tout le monde, j'avais peur. Mais en même temps, je me suis mis rapidement en mode sauveur. J'avais l'impression qu'on pouvait jouer un rôle, les gens d'hygiène et de salubrité là-dedans, dans cette crise-là, pour rassurer les gens. Donc, rapidement, la peur a laissé place à on va être responsable, puis on va être là pour sauver les gens, sauver nos employés, sauver les usagers des bâtisses. On est là. C'est ça que j'ai pensé. Merci. Jocelyn? Écoutez, dès le début janvier, lorsqu'on entendait ce qui se passait du côté de l'Asie, on avait commencé à se préparer, mais je pense qu'on avait tous sous-estimé l'ampleur de la crise dans laquelle on s'est retrouvé plongé. Je me souviendrai le reste de ma vie, le 12 mars, la première conférence de la santé publique, où le Canadien jouait ce soir-là. Il y avait un spectacle à la Place des Arts et le salon de l'habitation débutait. Et on a dû retirer tout ce beau monde-là de ces projets-là parce que tout a fermé cet après-midi-là. Et à partir de là, un peu comme Julie le disait, ça a été de gérer des effectifs avec une peur collective et de s'ajuster très, très rapidement de jour en jour parce que de jour en jour, les réductions de services arrivaient, les fermetures se passaient dans d'autres circonstances, les besoins additionnels arrivaient dans le secteur de la santé, par exemple. Et donc, on a dû jongler avec tout ça, avec des équipes inquiètes, des ressources qui, comme tout le monde, vivaient cette crise-là. Et de s'assurer que ces gens-là, de les rassurer et de s'assurer de leur santé et sécurité, et qui sont devenus, comme vous avez intitulé la conférence, de véritables héros. Merci. Annick, au début de cette crise-là? Oui, pour moi, ça a commencé avec vraiment de l'incertitude de qu'est-ce qu'on doit faire, justement. Puis, ce qui a été dans le vécu, moi, qui a été très marquant, c'est qu'au départ, on n'était pas tout seul à être dans cette situation-là. La santé publique aussi était dans cette situation-là. Donc, ça arrivait c'est arrivé à quelques reprises même qu'on avait des cas potentiels qui nous étaient donnés dans nos immeubles, puis ça prenait 4, 5, 6, 8 jours avant qu'on ait des résultats.
Donc, on était dans des moments où on était dans l'incertitude totale, puis que, bon, on désinfectait les endroits où on pensait que les gens avaient peut-être potentiellement été, tout ça, mais on a été dans le brouillard pendant un grand bout. Alors, je te dirais que ça a été ça. Les 2 premières semaines, c'était du brouillard, puis on faisait comme on pouvait pour voir à travers le brouillard. Tout à fait. Édith? C'est assez spécial, un peu à l'instar de Jocelyn, comment ça s'est vécu, ou en tout cas chez moi, puis aussi chez nous, en lien avec Citron Hygiène. C'est que moi, c'est arrivé un peu comme un tsunami. On a vu arriver la vague avec ce qui se passait en Asie, mais on n'aurait pas tellement prévu qu'elle arriverait ici et si fort. Alors, parce que justement, janvier-février, on a commencé à gérer des demandes, à répondre à des questions, à gérer des angoisses. Moi, je me suis vraiment sentie au front dans une guerre sanitaire, dans une crise sanitaire, où là, on reçoit beaucoup de questions, beaucoup d'appels, beaucoup d'insécurité, puis là, on doit agir un peu comme consultant pour essayer de rassurer, apporter des solutions, apporter du réconfort, essayer de créer un lien de confiance pour que les gens se sentent pas trop perdus dans cette crise-là. Fait qu'on s'est vraiment senti au cœur de la crise, on y était, mais tout le monde ensemble. Moi, j'ai senti avec mes clients qu'on était tous au même endroit, en même temps, avec des rôles différents les uns les autres. Mais au front. Moi, je me suis vraiment sentie au front. Et encore maintenant, peut-être un petit peu moins, mais quand même, à trouver des solutions jour après jour pour réconforter, rassurer, puis apporter, présenter des programmes, aider. Un travail de collaboration. Merci, Edith. Laurence? Oui, pour le groupe Alfid, c'est sûr que c'est la peur de l'inconnu, comme tout le monde au début, mais on a réagi en équipe, comme on le fait toujours, puis encore aujourd'hui, c'est comme ça. Chaque partie prenante a été mise en contribution, soit le gestionnaire, l'équipe de sécurité, l'équipe d'entretien ménager, puis surtout les locataires de tous nos édifices. Puis l'avantage avec Alfid, c'est qu'on a l'ensemble de ces moyens-là à l'interne. Puis surtout avec l'aide du gouvernement du Québec, avec les consignes pour notre protocole à l'interne, ça l'a beaucoup aidé au niveau de ça, mais c'est vraiment en équipe qu'on a su gérer ça. Merci tout le monde pour La deuxième question. Quelles sont les plus grandes transformations des mesures d'hygiène dans les immeubles depuis le début de la COVID-19? Jocelyn, je te passerai la parole en premier. Définitivement, il y a eu une recrudescence de tout ce qui est nettoyage des points de contact, désinfection des points de contact. Je pense qu'il y a eu une conscientisation de différents endroits où le virus peut se retrouver, et les propriétaires et gestionnaires ont beaucoup insisté et ajouté dans plusieurs cas des ressources additionnelles pour mettre beaucoup plus d'emphase sur les points de contact. Une visibilité accrue également. Je pense que dans cette inquiétude collective, il est important pour les gestionnaires et propriétaires que les préposés en entretien soient davantage visibles. Souvent, on le sait, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre de soir, de nuit, de fin de semaine. Et donc, beaucoup d'horaires ont été modifiés ou d'ajouts de ressources dans les périodes plus visibles, ce qui amène une communication plus grande avec les occupants des édifices et donc augmente, je pense, la sécurité. Donc, ça a été, je pense, les principaux changements que l'on a vus arriver dès le début de la crise. Parfait. Annick, je me demandais du point de vue gestionnaire, vous, les mesures, les plus grandes transformations au niveau des mesures d'hygiène? Ça a changé beaucoup. Puis entre le début puis maintenant aussi, il y a une évolution. Puis ils vont avoir une évolution quand ça va revenir dans les tours du centre-ville aussi. On s'adapte au fur et à mesure. Je te dirais qu'on a accru l'entretien effectivement dans toutes les aires communes, les salles de bain, tout ça, bien sûr. Les ascenseurs qui sont des enjeux. Puis dans le fond, les immeubles à bureaux n'ont jamais fermé vraiment. N'ont jamais fermé. On a des services essentiels dans nos édifices à bureaux, donc il y a tout le temps des gens, encore beaucoup moins, mais il y a des gens. Donc, on a quand même encore du monde qui rentre. Puis justement, avec le fait qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens en télétravail,
ça a fait en sorte qu'on a pu aussi, par contre, réduire l'entretien ménager dans les espaces des locataires qui sont en télétravail. Donc, il y a une augmentation vraiment au niveau des aires communes, mais au niveau de chez les locataires, on a pu réduire en suivant les systèmes de contrôle d'accès, s'assurer que vraiment on nettoyait juste les endroits où il y avait des gens qui venaient. Comme ça, on pouvait couper des coûts parce qu'on a une augmentation de coûts du côté des aires communes, mais on peut au moins réduire. Puis quand on va avoir une augmentation du retour au centre-ville, bien là, on va falloir qu'on ajuste tout ça finalement. Édith, de votre côté, oui? Oui, c'est ça. Une des choses que moi, j'ai constaté, je dirais à quelque part le nerf de la guerre aussi, c'est la communication. Moi, ce que je me suis aperçue, c'est que quand on fait quand on installe des programmes, qu'on fait des travaux, que ça se communique, évidemment avec le gestionnaire, mais aussi de l'affichage. Il faut vraiment ce que le gestionnaire semble préoccupé, c'est que le message passe, que nous sommes conscients de vos préoccupations. On travaille pour vous, pour rendre notre immeuble sécuritaire, hygiénique, et que ce message-là passe via de la communication, des bons programmes d'affichage, des bons programmes de communication à l'interne pour faire savoir aux gens qu'ils sont concernés, qu'ils sont préoccupés, mais aussi qu'ils agissent. Moi, c'est ça. J'ai vraiment senti que tout le monde voulait agir, se mettre en mode action. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer la crise et qu'au retour de nos locataires ou des clients, que tout le monde se sente dans un environnement sain. Laurence, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de votre côté en tant que gestionnaire? Oui, pour faire respecter la distanciation physique, on a mis en place des agents de sécurité dans les espaces communs, des pastilles au sol pour faire respecter le 2 mètres. On a ajouté un sens aussi de circulation dans les lobbies et les escaliers. On a mis beaucoup d'affichage, comme Edith disait, c'est très important pour gérer les flux entrants et sortants et pour éviter les croisements. C'est ça qui va être le véritable enjeu là, à la reprise des activités parce que l'achalandage des locataires, ça va être plus présent là, à venir. Julie, de ton côté? J'ajouterais juste qu'on a ajouté l'usage d'un produit désinfectant à toutes les zones, et non pas juste aux toilettes et aux cuisines. Puis assez qu'on avait même mis dans nos soumissions aux clients, attention, ça va barioler, parce que c'est vrai, parce que quand on laisse agir un désinfectant au moins 10 minutes, bien, ça fait du bariolage. Fait qu'on voulait juste aviser, on n'est pas en train de beurrer vos affaires, on est en train de les désinfecter. C'est ça qu'on a ajouté, nous. OK. Pour faire un peu, est-ce que vous croyez que les mesures d'hygiène qu'il y avait dans les immeubles avant la COVID, avant cette crise-là, est-ce qu'on en faisait assez? Est-ce que c'était suffisant? Annick? Moi, je pense que... Julie, oui. oui. Excusez. Ben non, mais vu qu'on avait dit qu'il y en a qui seraient gênés. Bon. Annick, est-ce qu'on en faisait assez? OK, je vais plonger. C'est compliqué, ce bout-là, tout le temps, parce qu'on a toujours un équilibre entre les coûts, finalement, et ce qu'on doit faire. Puis, effectivement, on veut bien faire. Puis, c'est jamais une question si on veut bien faire ou pas, mais on doit avoir un équilibre avec les coûts. Alors là, dans le fond, avec une crise comme ça, malheureusement, ça fait que les locataires sont réceptifs au fait qu'il faut investir dans un système de nettoyage qui est plus important que ce qu'on avait avant. Puis on aurait voulu faire ça avant, ça n'aurait pas été accepté par la clientèle. Donc, peut-être qu'effectivement, on aurait dû faire plus avant, mais est-ce qu'on aurait été prêt à payer pour? Probablement pas. Fait que c'est triste, mais c'est ça, la dure réalité, ça arrive à ça finalement. Mais tant qu'il n'y avait pas d'infection déclarée, normalement, un nettoyage avec un produit neutre est suffisant aussi. Le nettoyage, à la base, c'est l'action de frotter, d'enlever une saleté, d'enlever une souillure. C'est normalement dans un monde où il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'infection. Même dans les hôpitaux, ils n'ont pas toujours un désinfectant, ils ne sont pas toujours avec l'eau de Javel dans les mains. Là. Et que, il y avait tout le côté aussi écologique. On faisait un nettoyage écologique aussi. D'ailleurs, c'est ce que je trouve qui est épouvantable pour le monde en général. C'est tout le recul écologique à cause de la crise, là, ne serait-ce que il n'y a plus de réutilisation de produits nulle part. Même, tu vas
tu vas au dépanneur puis tu ne peux pas apporter ta propre tasse. Tu sais, on voit du recul partout, tu sais, pas de sac réutilisable. C'est ça. Edith, oui? Oui. Pour revenir à savoir si on était prêt, je pense que quand arrive une crise comme celle-là, il n'y a personne de prêt. Que ce soit nous comme individus, comme famille, comme entreprise, comme gouvernement, puis comme monde, il n'y avait personne de prêt. Moi, ce que je pense, c'est que ce que ça risque de nous enseigner, ça, c'est vraiment de travailler un peu comme Annick dit, il faut travailler autant à tous les points de vue économiques et environnementaux, et puis travailler aussi par rapport à la sécurité, mais de regarder prévention. Parce que ce qu'on s'aperçoit, moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait quand même des clients de préparer. Éventuellement, on parlera de nos programmes ou j'en parlerai dans un autre temps, mais il y a des clients qui ont déjà une pensée, qui avaient déjà une pensée comment on va gérer l'hygiène dans l'espace public. Il y avait déjà des entreprises qui ont une vision et que ça les a aidés à traverser la crise parce qu'ils avaient déjà mis en place des programmes. Alors qu'il y en a qui, justement, comme dit Julie, où c'était de l'entretien, mais je crois qu'on va devoir regarder au niveau de la prévention parce que cette crise-là qui nous a surpris, mais il va peut-être avoir une deuxième vague. S'il n'y a pas une deuxième vague, il va peut-être avoir autre chose. Alors, il y a des petites mesures qui peuvent être prises qui sont peut-être pas si coûteuses que ça. C'est un réveil. Hein? On s'est comme tous réveillés brutalement dans une sorte de cauchemar. Mais je crois qu'à partir de maintenant, on peut prévenir en regardant quelles sont les solutions qui peuvent être apportées dans nos entreprises ou chez nous ou dans notre façon de fonctionner. Je me demandais, Edith, comme prévention, peux-tu donner un petit exemple entre l'entretien et la prévention? Qu'est-ce que tu as vu comme différence entre tes clients qui étaient, eux, en prévention? C'est parce qu'exemple, juste la gestion des déchets, là, je vais tomber dans un de nos programmes principaux qui est la gestion des déchets menstruels et corporels dans les salles de bain publiques. Bien, tout simplement, la salle de bain publique, c'est un endroit où tout le monde dans votre établissement va finir par passer. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce programme-là où les déchets ne sont pas accessibles. Et il ne faut pas oublier qu'un déchet sanguin ou un déchet corporel va transporter des virus s'il y a lieu. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà adhéré à des programmes, les nôtres, ceux des autres, où il va y avoir de la gestion de déchets. Ça, c'est important. La désinfection des espaces. Il y a des programmes. C'est drôle, dernièrement, j'étais dans un centre de yoga où, avant d'avoir accès à la salle de toilette, la dame est passée avant moi et elle a vaporisé partout pour essayer qu'il n'y ait aucun virus ni rien. Il existe des programmes où on peut avoir déjà des distributrices de désinfection pour les points de contact à l'intérieur même des cabinets. Fait que ce que je dis, c'est qu'il y a des programmes qui existent, c'est ça que je dis. Il y a des programmes qui existent qui aident à la prévention de la prolifération des bactéries. Ça aide à se préparer et pas être pris à la dernière minute. Merci. Laurence, de votre côté, vous, est-ce que des locataires vous ont dit que vous n'en faisiez pas assez? Est-ce qu'il y en a, la peur était vraiment plus présente pour certains ou vous vous sentiez prêt? C'est certain parce qu'on a des services essentiels dans nos immeubles. Donc, ils nous ont demandé de faire plus fréquemment et puis c'est sûr qu'il faut gérer ça avec le coût, mais comme Annick disait, il faut s'adapter puis on va dans ce sens-là. C'est sûr qu'on en a fait plus. Une question aussi qu'on se posait, est-ce qu'en termes d'équipement puis de connaissances, tantôt Annick a mentionné qu'il y a toujours le coût-bénéfice un peu, hein, dans le fond, toutes les entreprises ont réfléchi à ça, mais en termes d'équipement puis de connaissances, dans le fond, est-ce qu'on était équipé pour faire face à cette menace virale-là où on découvre des choses tous les jours? Alors, je ne sais pas, Jocelyn, tantôt n'a pas parlé, mais là, je ne le vois pas. Je ne vois pas, je ne sais pas s'il est encore là. Tantôt, il était en mute. Je ne sais pas s'il est encore là. Je suis toujours là. OK. Alors, selon toi, est-ce qu'en termes d'équipement et de connaissances, on était équipé pour faire face à cette menace-là? Non. Les joies du virtuel. Ah! On s'habitue tous, on n'a pas le choix. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre
Julie, Laurence. On avait tous des beaux plans, mais évidemment, on a tous été happés par ce virus-là que, tu sais, je veux dire, les scientifiques, à chaque jour, découvrent. Tout le monde dit on est en train de construire l'avion pendant qu'il vole, là, alors on n'est pas différent de tout le monde. Donc, tu sais, tantôt, je pense que c'est Laurence qui parlait d'équipe. C'est ça qui est. Je pense qu'on a tous mis dans nos entreprises des comités de crise et on réagissait aux différentes mesures du ministère de la Santé, de la Santé publique, au fur et à mesure qu'on apprenait des choses. Là. Je pense que personne ne pouvait être prêt à ça. Là. Tout à fait, mais en termes de connaissances, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont émergé ou qu'on savait mais qu'on n'avait pas besoin d'utiliser, ou est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles connaissances qui ont ressorti? Écoutez, je vous dirais, même encore aujourd'hui, au sujet des désinfectants, mettons qu'on utilise, c'est différent d'une compagnie à l'autre, mais quand tu vas dans un hôpital, c'est différent aussi d'un hôpital à l'autre. Fait que c'est... non, moi, je ne sais pas si Jocelyn a quelque chose à dire. Edith, vas-y. Si Jocelyn veut prendre la parole, ça va, sinon... je peux seconder. Écoutez, on pense à l'histoire. Ah oui, vas-y, Jocelyn. Moi, je pense que dans la majorité des cas, les gens étaient quand même bien préparés en termes de connaissances et de matériel. Tout à l'heure, Annick parlait d'une question d'équilibre, de coût-bénéfice. Personne n'aurait pu prévoir l'ampleur de cette crise-là. Et donc, je pense que ce qui est arrivé, c'est que les gens rapidement ont dû s'organiser et prendre les mesures nécessaires. Mais je pense qu'on avait tous un plan de pandémie dans nos organisations respectives qui n'avaient peut-être jamais qu'on n'avait jamais testé dans la réalité. On avait vécu la H1N1 il y a quelques années. On avait vécu d'autres crises, mais une crise de cette ampleur-là, c'est du jamais vu. Alors, moi, je pense que on ne peut pas, dans une notion de coût-bénéfice, prévoir la fin du monde et être prêt pour la fin du monde. Et donc, je pense que, règle générale, la majorité des clients étaient quand même très bien préparés. Maintenant, on a dû s'adapter, les clients ont dû s'adapter. On continue de le faire et comme Annick le disait, la réouverture va entraîner toutes sortes de nouvelles mesures et toutes sortes de nouvelles procédures. Et on travaille activement là, à mettre tout ça en place en collaboration avec l'ensemble de l'industrie. Parfait. Laurence, je crois que tu voulais... Oui, dans l'histoire, il y a eu la H1N1, le choléra, la grippe espagnole, la grippe d'Hong Kong, le SRAS. Puis l'humanité apprend à combattre avec les pandémies. Par contre, on n'est pas tous égaux en fonction de notre capacité à faire face à cette pandémie-là. Surtout dans la période actuelle, à cause de l'histoire unique de chaque pays. Par exemple, si on regarde au-delà du Canada, il est évident que certains pays ont connu plus d'épidémies de manière plus fréquente. Là. Donc, les réflexes, c'était bénéfique pour eux. Par exemple, tester en plus grand nombre, confiner plus rapidement la population, puis porter le masque. Mais Alfid a mis son protocole d'entretien et de désinfection en œuvre dans tous ses édifices grâce à nos fournisseurs de produits de désinfection. Puis, pour ce qui est des connaissances, on a décidé de faire confiance à l'information divulguée par le gouvernement du Québec, soutenue par la santé publique. Parce que les connaissances, c'est sûr qu'on en a appris plus qu'une. Où on n'était pas équipé, c'était vraiment le fait d'être envahi par l'information. Moi, je pense que puis je sais que c'est une des prochaines questions, là, mais ça a été un de mes grands défis, puis ça va l'être encore, du nombre de fournisseurs qui nous envoient toutes sortes d'affaires, puis tout ça qui fait que finalement, on se pensait bien équipé, puis à chaque fois, on se pose la question, est-ce que je suis bien équipée ou bien si finalement, il y a une nouvelle patente qui fait que j'ai passé à côté de quelque chose, puis je ne devrais pas, puis il faut que je regarde ça, puis tout ça. Puis, fait qu'on je me sentais équipée, mais à chaque courriel que je reçois d'une nouvelle patente, finalement, je me demande si j'ai passé à côté de quelque chose. Je comprends. Un bon point. Puis il y a plein d'entrepreneurs qui émergent là-dedans avec des nouvelles technologies. C'est ça. Puis tu ne veux pas être celle qui passe à côté.
Ouais. Fait qu'on finit par lire beaucoup de choses, puis travailler de longues heures, essayer d'absorber tout ça. Ouais. Tout à fait. Moi, ce que je voulais ajouter par rapport aux connaissances ou à de la formation, nous, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on le fait, une quarantaine d'années. Puis ce qu'on a fait avec la pandémie actuelle, c'est que on s'est mis à faire de plus en plus de la formation continue avec nos équipes, avec nos techniciens qui devaient rentrer chez nos clients parce que les nouvelles mesures, que ce soit de distanciation, de masques et de tout, et les nouveaux services qui ont été mis en place, nous ont obligés à aller chercher le maximum de connaissances, le maximum d'informations et à transférer ces informations-là à nos techniciens qui, eux, étaient sur le terrain, un peu comme, évidemment, c'est pas pareil, mais un peu comme les préposés aux bénéficiaires qui sont dans les hôpitaux. Bien, nous, on avait des techniciens sur la route qui rentraient chez les gens, qui allaient dans les salles de toilette faire les services. Alors, on était tout le temps en formation pour... et ça, c'est un défi pour une entreprise d'avoir à garder à jour... comme disait Annick, on reçoit plein d'informations. Il y a le bulletin d'1 heure qui dit ci, qui dit ça. Et nous, on a du monde qui sont sur les routes, puis il faut se tenir à jour. Puis est-ce que notre monde est protégé? Est-ce que nos clients sont protégés? Fait que oui, c'était un défi, la formation, puis la communication, puis se garder à jour à travers la multitude de communications qu'on reçoit. Oui, il y avait un défi, assurément. On était notre prochaine question, c'est les défis, mais j'aurais aimé ça qu'on parle un peu des humains, là, de toutes vos équipes. C'est ça qu'on dit, on n'est pas tous égaux. Il y en a dans la pandémie qui ont été retournés chez eux à attendre. Puis il y en a d'autres qui se sont vraiment retrouvés au front. Fait comment qu'on maintient cet esprit d'équipe-là? Comment qu'on motive nos gens à travers cette crise-là? Il y en a qui ont peur, il y en a qui ont envie de rester chez eux. Ouais. Je ne sais pas qui veut... Bien, nous, on a vraiment... je ne sais pas si vous avez vu l'article de la presse, puis là, vous avez repris le nouveau héros. C'est vraiment là-dessus qu'on a misé. C'est de dire à nos employés, là, ça fait des années que vous dites que vous êtes un peu méconnus. Ils ne veulent pas, ils sont toujours des travailleurs de l'ombre, comme disait Jocelyn. Puis là, bon, ben, pour une fois, vous êtes reconnus à votre juste valeur, rayonnez là-dedans, là, briller, mais on essaie de les responsabiliser par le fait même aussi. D'ailleurs, c'est ça, derrière moi, j'avais collé le manifeste de Roy. Au travers de règlements comme de maintenir le 2 mètres, puis d'arriver, mettons, arriver habillé en civil et se changer, mettre son uniforme seulement sur les lieux du contrat, des choses comme ça. Là, on a mis des sourires rayonnés, soyez fiers, parce que c'est ça, tout le monde vous regarde aller maintenant. Tantôt, je ne sais plus qui a dit qu'on voulait plus de visibilité. Je pense que c'est Jocelyn, plus de visibilité pour les gens d'entretien, mais ça vient avec une responsabilité aussi. Là. Ton chariot va être propre, tout le monde va te regarder aller, tu vas avoir ton uniforme dans ton sac. Bon, toutes ces mesures-là. Alors, au début, c'était de dire, bien, écoutez, vous avez le droit, comme tout le monde, d'avoir peur. Comme moi, j'ai eu peur aussi en tant que citoyenne, j'ai eu peur. Mais là, on vous attend, là, on a besoin de vous, puis ça a assez bien fonctionné. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos à mes employés dans lesquelles je réitérais toujours, je martelais toujours ça. Vous êtes important, si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas avancer. Le monde a besoin de vous. C'est même plus moi, j'ai besoin de vous, c'est le monde a besoin de vous. Alors, on a beaucoup martelé ça, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'est sûr qu'on a eu des défis dans le réseau de la santé, parce que moi, je me suis revirée de bord, puis on a vraiment offert nos services dans les CIUS, dans les CIS où il y avait vraiment besoin de personnel. Et là, c'est sûr que ça a été plus difficile, puis on a respecté les choix des employés qui ne voulaient pas y aller. Là. Alors, la PCU était là pour ça, mais quand même, on a réussi à en attirer beaucoup juste avec le sentiment de « soyez un héros ». Ça a fonctionné. Est-ce que vous avez embauché beaucoup plus? Est-ce que vous avez été en mode embauche? Oui, on a dû embaucher, oui, parce que justement, il y en a qui ne voulaient plus y aller, mais on en a convaincu beaucoup de juste changer parce que, comme on disait, les édifices se sont vidés. Hein. Moi, du jour au lendemain, Roy, on a perdu 40 % de nos contrats réguliers. Alors, c'est ça. Au début, c'était un peu la panique, mais il y a aussi des usines alimentaires qu'on desservait dont les besoins ont augmenté. Il y a des endroits où j'avais seulement 2 ou 3 employés, puis on est rendu à 12, 7 jours semaine. Donc, plus, c'est ça. Fait que c'est développé une nouvelle clientèle. Donc, non, on n'a jamais cessé de recruter.
OK, parfait. Je voulais juste, Jocelyn est encore parmi nous, c'est juste que sa caméra ne fonctionne pas. Fait que je vais lui donner la parole. Toi, Jocelyn, de ton côté, au niveau des employés, tout ça, la motivation, comment vous avez travaillé avec eux? Un peu dans la même lignée que Julie vient d'expliquer, je pense que la clé dans ça, c'était de respecter les employés. Le respect était la valeur principale. Donc, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, que ce soit la peur, que ce soit des raisons familiales, que ce soit des conditions médicales préexistantes qui augmentaient le degré de danger ou de risque de ces employés-là, on a respecté les désirs de ces employés-là. Mais de la même façon, on a été très impliqués dans le secteur de la santé. Et là, je pense qu'on tombe vraiment dans les valeurs humaines profondes de nos équipes, où il y en a qui ont carrément le désir de servir, un peu comme quand tu t'enrôles dans l'armée. C'est pas tout le monde, c'est pas pour tout le monde l'armée, mais certaines personnes ont décidé de servir et ont été conscients que la société avait besoin d'eux, particulièrement dans nos CHSLD ou nos hôpitaux ou nos établissements de santé. Et la reconnaissance que ces gens-là ont obtenue, parce que de se retrouver dans un CH présentement et de voir la réaction des gens et l'appréciation des gens d'avoir de l'aide, ça vaut 2 fois leur paye, là. Et donc, ça a été, je pense, pour certains, de très, très belles expériences, et je suis sûr que certains de nos salariés vont sortir grandis de cette expérience-là. Et donc, et tout comme Julie, ben, pour d'autres, on a dû malheureusement faire des mises à pied massives parce que tout comme Julie, on a plusieurs de nos contrats réguliers qui ont subi des réductions de services ou carrément des fermetures dans l'événementiel ou dans le secteur de l'hôtellerie qui ont aussi très, très affecté présentement. Tout à fait. Moi, je pourrais ajouter, il y a quelque chose qui a vraiment changé par rapport à la reconnaissance, comme le disaient Julie et Jocelyn, c'est par rapport aux gens qui sont maintenant visibles au niveau de l'entretien et puis des services d'hygiène et tout. C'est que c'est relativement nouveau que l'hygiène ou l'entretien va égaliser sécurité. Et c'est vraiment le message que ça envoie. On nettoie, donc, on crée un environnement sécuritaire. Il y a de l'hygiène, on crée un environnement sécuritaire. Et c'est bien, et c'est la même chose quand on parlait des préposés ou des gens dans les hôpitaux, ça valorise ce travail-là qui ne l'était pas nécessairement par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont soit dans l'entretien ou les techniciens, tous ces travailleurs-là, qui étaient des travailleurs de l'ombre, sont maintenant mis de l'avant. Puis, ben, tant mieux qu'on reconnaisse. Puis moi, je pourrais dire du côté de, juste pour fermer cette parenthèse-là, du côté de Citron Hygiène, nous autres aussi, évidemment, on a tous subi des baisses de clientèle, des entreprises qui ont fermé, mais on a eu la chance que l'entreprise a décidé on a gardé 100% de notre personnel en réaffectant certains d'entre eux, faisant faire différents travaux. Il y en a évidemment qui sont restés sur la route, mais nous, on est très contents parce qu'on a tous été jusqu'à aujourd'hui avec notre employeur. Fait qu'on est chanceux quand on peut dire ça et quand on peut vivre ça, parce qu'on sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Laurence, Annick, est-ce que vous vouliez rajouter des choses par rapport aussi à vos employés? C'est une situation différente de ceux qui sont dans l'entretien, mais c'est sûr que ça a de l'impact pour vos employés aussi. Fait que si vous voulez nous en dire quelques mots. Écoute, ce que j'ai pu voir, puis ça a été une solidarité incroyable. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, je suis assez âgée pour avoir connu la grève de l'entretien ménager. Là, bon, des années. On avait eu une semaine, je pense, de grève d'entretien ménager, puis on avait eu une solidarité d'équipe où on était allé faire le ménage à la place des gens. Fait qu'on faisait notre job de jour, puis de soir, on faisait le ménage. Puis il y avait eu quelque chose qui s'était tricoté finalement dans les équipes. Puis je vois ça présentement encore. Là, elle dure, la crise, c'est pas juste une semaine, là, ça dure plus longtemps, mais
Il y a, tu sais, pour ceux qui disent qu'en télétravail, on travaille moins, là, je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai Je suis d'accord. Au contraire, c'est le cas pour toute l'équipe qui, dans le fond, et ceux qui continuent de rentrer et ceux qui sont à la maison en télétravail, qui travaillent tous comme des forcenés pour arriver à livrer toute cette marchandise-là. Que Laurence disait, là, les autocollants, les affiches, tout ça, écoute, tout ce qu'on a pu tout ce qu'on a à penser à faire, les plexiglas, bon, tout ça, s'assurer que nos locataires, ils savent où ils s'en vont, leur donner les guides de la CNSST. Écoute, il y a du travail, enfin, il y a vraiment beaucoup de travail, mais justement, il y a une solidarité d'équipe qui s'est créée, puis chapeau à mon équipe qui font un travail extraordinaire, vraiment. J'ai vraiment senti ça. Il y a eu des craintes, hein? On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de craintes. Il y en a qui ont des gens qui ont des craintes, c'est normal. Mais en très, très grande majorité, c'est let's go, Annick, on y va, puis on s'en va par là, puis on le sait, puis on est content de travailler vers cet objectif-là. Laurence? Oui, en première ligne, c'est sûr que c'était les services comme entretien ménager puis la sécurité. Puis surtout ceux qui travaillent dans nos résidences pour aînés puis nos concierges. Puis on est très fiers d'eux. On est fiers de dire qu'on n'a pas eu de cas dans nos résidences pour aînés. Puis autre que les messages de soutien que notre président a pu leur envoyer, on avait déjà anticipé les mesures du gouvernement par rapport aux bonifications salariales. Fait que, puis aussi, il y a personne on est encore l'équipe qu'on était avant, là, donc il n'y a pas eu de mise à pied. Fait que c'est très valorisant. Puis après, on a parlé un peu de la durée. Je me demandais, après toutes ces semaines-là, est-ce que le moral des troupes est encore bon ou vous sentez un petit essoufflement? Je ne sens pas un essoufflement comme « OK, on peut-tu passer à l'autre étape, s'il vous plaît? » Je pense que c'est plus ça que dire « OK, puis on voit quand même, moi en tout cas, je vois une certaine lumière au bout du tunnel, que ça s'en vient avec le déconfinement graduel. Alors, j'ai l'impression qu'on va y arriver. Le télétravail, par contre, va laisser des marques, clairement. Fait que on va devoir encore là ajuster. Puis c'est plus en septembre, probablement, qu'on va voir vraiment plus une nouvelle réalité. Mais fait que c'est plus ça. C'est pas un essoufflement, pour ma part, dans mes équipes, comme juste let's go, on veut passer à d'autres choses. Je pense que le beau temps a contribué également à aider le moral des troupes. Il était temps que la chaleur et le soleil se montrent le bout du nez. Julie, de votre côté, vous, les équipes sont en forme? Ah oui, mais c'est comme Annick disait, là, c'est quoi la prochaine étape? Là? Puis justement, on s'attend, nous, on a confirmé pour notre équipe administrative le télétravail jusqu'en septembre. Mais c'est ça. Mais pour mes gens de terrain, je sais que ça va être de se rasseoir avec chacun des gestionnaires d'immeubles, possiblement modifier des devis, des fréquences. Tout le monde s'attend à avoir beaucoup de travail à mesure qu'on va obtenir l'information sur les locataires qui reviennent ou non. Là. Donc, oui. Travail en vue. Tout à fait. Bien, dans le fond, vu qu'on parle des prochaines étapes, ça, je pense qu'on peut se lancer un peu dans le futur un petit peu. Première question, dans le fond, selon vous, quels sont les changements qu'on a vus qui vont devenir la norme ou qui vont devenir permanents qu'on va conserver de cette crise-là dans cette réalité-là dans l'entretien? Edith? Qu'est-ce qui va rester? Bien, moi, je crois qu'il y a vraiment eu un choc. Et je crois que les mesures d'hygiène vont augmenter, c'est certain, en lien avec, évidemment, la distanciation. Je ne crois pas que le port du masque, oui, maintenant, éventuellement avec un vaccin, ça risque de changer, mais je crois vraiment qu'une prise de conscience des points de contact, des choses auxquelles on ne pensait pas, qui étaient comme pris pour acquis, et je crois que ça va devenir comme un réflexe où est-ce on risque de se laver les mains plus souvent, une prise de conscience que l'hygiène, ce n'est pas acquis, il y a du travail à faire, puis il faut développer des habitudes, des comportements et effectivement aussi mettre en place des programmes, faire des choix, sélectionner. Moi, je pense que c'est vraiment une prise de conscience de la place de l'hygiène dans l'espace public pour éviter que ce genre de choses-là, que s'il arrive à nouveau ce genre de crise-là, qu'on soit peut-être un petit peu mieux préparé. Oui, tout à fait, pour pas qu'on vive le choc qu'on a vécu. Parfait. Laurence?
Les désinfectants à main, ils vont être partout. Ils sont déjà partout, mais je pense que ça va rester. Sinon, la proximité qu'on a avec nos clients, nos locataires, nos collègues, on ne se serra peut-être plus la main, on ne se voit plus de bisous sur les joues pour se dire bonjour. Tu sais, je pense que c'est dommage que ça parte des fois, mais bon, ça va être ajusté. Puis, dans le domaine de la construction aussi, les mesures d'hygiène, ça a beaucoup changé. Puis, ça serait bien que ça persiste parce que c'est ça, il y a beaucoup pas de lacunes, mais il y a plus ou moins de suivi. Les chantiers, il y a beaucoup de corps de métier qui sont là en même temps. Puis en ce moment, là, il y en a beaucoup moins qui sont là en même temps. Donc, ça permet un meilleur suivi de qui rentre, qui sort, qui se lave les mains ou pas. Donc, c'est ça. Sur les chantiers, ça serait important que ça reste. Il y a d'ouvrages sur les chantiers, on pourrait en reparler. Jocelyn, toi, de ton côté, selon toi, quels sont les changements qui vont être permanents dans tout ce qu'on vit là? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été introduites à travers cette crise-là qui vont demeurer, que ce soit au niveau des points de contact, que ce soit au niveau des équipements ou du matériel utilisé, que ce soit au niveau de nouvelles technologies qui vont s'introduire dans le marché ou de nouvelles plateformes. Je pense que il y a une nouvelle ère de l'entretien qui va apparaître. Nous, on a des gens qui travaillent depuis quelques mois à redéfinir l'offre de service. On a créé quelque chose qui s'appelle Propreté en santé, qui va être largement diffusé. Et on pense vraiment que cette nouvelle réalité-là, pour plusieurs propriétaires ou gestionnaires qui, au fil des années, en étaient venus à voir l'entretien comme une dépense, aujourd'hui, on va peut-être commencer à retrouver plus un investissement dans l'hygiène et la salubrité et dans le confort et la sécurité des occupants des différents édifices du Grand Montréal ou de la province. Donc, je pense qu'il y aura un changement de mentalité. Excuse-moi, Jocelyn, je pensais que tu avais terminé. Vas-y, Julie. Je voulais dire peut-être la fin des appels d'offres basés sur le prix seulement. Tout à fait. On ose espérer que le plus bas prix conforme en aura pris pour son rhume. Moi, j'ai une question tantôt, je parlais. Je parlais de la professionnalisation du métier. Puis, quand je disais nos employés, gardez votre chariot impeccable, c'est l'envers du végétariat, c'est les regards sont tournés sur vous. Donc, tu sais, une casquette à l'envers, faire le ménage, là, non. C'est d'aller chercher des entreprises professionnelles puis, qui ont des bonnes procédures puis qui donnent beaucoup de formation à leurs employés parce qu'on a beau savoir ce qu'il y a à faire, l'important, c'est de savoir comment ça va cascader sur nos équipes. C'est ça notre grand défi, là. Juste l'uniforme dans le sac, ça a été très, très dur à faire respecter. On répétera jamais assez. Puis, évidemment, les avancées technologiques, Jocelyn parlait de plateformes. Si je regarde juste, vous l'avez probablement tous vécu, nous, on avait un projet d'implantation de Microsoft Teams pour septembre. Bien, c'est implanté, c'est fait. C'est fait. On l'a tous vécu, puis on est à l'affût aussi des robots qui vont faire de la désinfection UV, la nanotechnologie. Puis, tout va à vitesse grand V, là. Alors, c'est vraiment l'innovation technologique qui va être peut-être ce qui va ressortir de plus intéressant de cette crise-là aussi, là. Puis présentement, c'est quelles technologies qui sont comme les plus prometteuses, un peu qu'on penserait que ça serait de la science-fiction, mais peut-être que dans quelques mois, on aurait. Qu'est-ce qui s'en vient vraiment? Bien justement, là, c'est les robots de désinfection UV qui sont déjà utilisés dans le milieu hospitalier, mais le UV, tu ne peux pas diffuser ça n'importe où, n'importe comment quand tu as des gens autour. La nanotechnologie, c'est pour recouvrir les poignées de porte pour éviter en premier lieu que les bactéries ou les virus y adhèrent. C'est sûr que ce n'est pas la solution à tout, mais ça pourrait être révolutionnaire dans le monde de l'entretien ménager, certainement. Moi, je pense, quand je regarde, entre autres chez nous, je sais qu'il y a des équipes maintenant de recherche et développement, justement, pour aller voir tout ce qui se fait en nouvelles technologies, en matière d'innovation, en hygiène. Alors, je crois que c'est vraiment un domaine qui va être propulsé
par la crise du coronavirus, où ce que de plus en plus de chercheurs vont essayer de trouver des solutions. Actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de désinfection qui se fait justement avec les systèmes électrostatiques. La plupart d'entre nous, on fait ça. Mais comme vous dites, tout ce qui est en lien avec la nanotechnologie. Mais il y a des recherches. Hein, il y a vraiment, la plupart des compagnies ont des programmes et ont des chercheurs qui essaient d'améliorer tout ce qui peut se faire, mais en lien avec les nouvelles technologies. En tout cas, chez nous, il y a des chercheurs, il y a des programmes de recherche et développement pour mettre en application tous ces nouveaux programmes-là. Parfait. Je me demandais, Annick et Laurence, de votre côté, comme gestionnaire, tout ça, qu'est-ce que vous attendez là, de vos partenaires là, en entretien ménager? C'est quoi vos prochaines questions, vos prochaines inquiétudes? C'est effectivement ça. De mon côté, c'est de dire, OK, vers où on s'en va? Puis j'ai comme besoin de leur appui de spécialistes, de savoir qu'est-ce que c'est les nouvelles choses, qu'est-ce que c'est l'électrostatique, est-ce que c'est vrai que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais ça nous prend ces informations-là. Sinon, c'est nous qui la cherchons, mais on a beaucoup de choses à chercher. Puis là, on parle d'entretien ménager, mais je dis maintenant, quand tu fais une revitalisation d'ascenseur, tu vas vouloir t'assurer que tu fais plus de rien avec le toucher. Là. Fait que, tu sais, tout est touché par ce changement-là, finalement. C'est pas juste l'entretien ménager. Fait que comme pour nous, comme gestionnaire immobilier, on a besoin d'avoir l'éventail, dont l'entretien ménager. Fait que ils sont des spécialistes pour nous, là, finalement. Laurence? Pareil, nous, c'est sûr qu'à l'interne, comme Annick, on a la compagnie Entretien ménager qui va évaluer les programmes, mais c'est sûr que partout ailleurs, il y en a plein qui sortent, on ne sait plus où donner de la tête, mais on va s'y fier quand ça va sortir, que ça va avoir le STEMP au Canada. C'est vrai que... Oui, Jocelyn, oui, vas-y. Oui, tout à fait. Il y a également beaucoup d'évolution ou de développement de nouvelles plateformes également technologiques pour améliorer la communication entre les différents intervenants, que ce soit propriétaires, gestionnaires, occupants et prestataires de services, que ce soit via des applications mobiles ou différents types de plateformes. Des applications également de validation de la propreté. Donc, on parlait depuis longtemps de contrôle de qualité. Il y a encore certains propriétaires ou gestionnaires qui ont leur feuille 8,5-14 d'inspection, mais je pense qu'on va arriver à autre chose et qu'on va devoir s'assurer que les gens ont des outils pour valider que le travail a été fait et que la prestation de service se fait. Donc, il va y avoir beaucoup d'évolution dans cette optique-là. Julie parlait tout à l'heure de formation. Donc, la formation va devenir encore plus importante qu'elle l'était. Et on le sait, les nouvelles générations ou les générations plus jeunes utilisent beaucoup les plateformes et les applications mobiles. Alors, par exemple, nous, on a développé là, une vingtaine de capsules vidéo de style genre YouTube, mais qui va être sur une plateforme intranet où on va former nos gens à différentes techniques pour aider justement à amener un support accru à nos équipes. Alors, il y a au-delà de l'équipement et des produits, il y a également beaucoup de plateformes de communication, formation et validation de la propreté qui sont en développement. Et je terminerai en disant, je pense que la prudence également doit être de mise et les propriétaires gestionnaires doivent trouver un équilibre parce qu'il y a beaucoup de produits improvisés actuellement ou de nouvelles choses qui arrivent, comme disait Annick, là, par centaines, presque à chaque semaine. Et tous ces produits-là, malheureusement, ne sont pas tous validés, conformes et testés. Donc, je pense homologué, hein? Le défi de la communication, ça va être, tu sais, avant, les gestionnaires disaient, bon, on s'entend ensemble, mais là, c'est comment on va cascader l'information à nos locataires aussi, parce que vos locataires vont vouloir savoir là, comment leurs lieux sont entretenus. Fait que ça aussi, c'est un beau défi de communication, comment on va vulgariser ce qu'on fait pour vos locataires, pour les rassurer. Et moi, j'ajouterais une chose tantôt que tu disais, Julie,
quand tu dis que le regard va être tourné vers vous, la casquette à l'envers, oui, mais c'est encore plus loin que ça. Parce que les gens, vous le savez, puis on est entre gestionnaires immobiliers et gens du milieu, mais il y en a des clients qui testent l'entretien ménager, même avant le COVID, là, qui mettent un trombone à terre sur leur tapis, là, puis qui attendent de voir quand est-ce qu'il va être ramassé. Bien, ça, là, ça va exister avec la COVID-19, puis il va y avoir vraiment beaucoup de questionnements. Fait qu'on va devoir être extrêmement rigoureux dans les processus et dans les protocoles, parce qu'on va devoir rendre des comptes aux clients. J'ai déjà, moi, des questions par nos services essentiels qui disent « Bien là, je trouve que ton gars, il a passé vite sur le comptoir de la cuisine. Il a-tu utilisé le produit? Il n'a pas utilisé le produit. Moi, je n'étais pas là, puis vous autres non plus, vous n'étiez pas là pour prendre une photo, pour dire oui, il a bien utilisé le produit sur le comptoir de cuisine. » Mais ça va être, on va devoir être extrêmement solide de tous les côtés pour qu'on puisse dire aux locataires, oui, vous pouvez revenir au centre-ville. Parce que sinon, ils vont dire à leurs employés, mais restez chez vous, on n'est pas safe. C'est un travail d'équipe extraordinaire qu'on doit faire parce que c'est tout le monde ensemble qui va faire en sorte qu'on va avoir une relance du centre-ville. Moi, je voudrais réouvrir juste un instant, toujours en lien avec ce que vous dites, par rapport aux nouvelles technologies, que ce soit communication, produits, services et tout. Moi, je vois que dans les défis que nous, tantôt, je parlais de recherche et développement sur tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est nouveaux produits, mais on doit mixer aussi avec tout ce qui est environnemental parce qu'on a le défi de trouver de nouvelles technologies, de mettre en place des nouveaux produits qui respectent l'hygiène, qui respectent les besoins de santé et sécurité, mais tout ça en lien avec l'environnement, parce que je pense que c'est Laurence qui soulevait l'histoire des gants, l'histoire des masques. C'est bien beau, là, tout le monde garde la distance, tout le monde se met des masques, on est tous dans du usage unique. Alors, les défis sont décuplés du fait que ce qu'on doit faire, ce qu'on doit utiliser, il faut ça aussi que ce soit éco-responsable. Fait que, les compagnies comme les nôtres, comme vous également, il y a beaucoup de défis qui s'en viennent en lien avec l'environnement, la santé, la sécurité, tout ce qui est sanitaire. C'est beaucoup d'enjeux mis ensemble. Tout à fait, tout à fait. Bon, il nous reste 5 minutes. Dans le fond, je veux que chacun puisse s'exprimer. Dans le fond, puis je vais partir d'une question qu'on a eue. Dans le fond, vous diriez, c'est quoi votre défi du prochain mois? Si on ne va pas trop le futur, il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi vraiment. Puis, une des questions, c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous professionnellement et personnellement? Alors, qui veut commencer? Je vais faire parler tout le monde. Je peux commencer. Mon prochain défi, c'est l'ouverture des centres commerciaux à Montréal. Parce qu'on n'a pas de date, mais on sait que ça s'en vient. Là, si ça ouvre au 1er juin à l'extérieur de la communauté de Montréal, ça veut dire que ça ouvre chez nous. Ce qui veut dire quand même un grand défi au niveau de l'entretien ménager, bien sûr, entre autres. Donc, puis de préparer nos locataires à cet effet-là. Donc, ça, moi, le prochain mois, c'est ça. Ce que j'ai appris sur moi, bien, écoute, on passe à travers tout, on est résilient finalement. On finit toujours par passer au travers. Voilà. Merci. Laurence? Mon Dieu. J'ai appris que, mon Dieu, on est vraiment, on est tout le temps en mode adaptation puis évolution parce que qu'est-ce qu'on décide de faire un jour, bien, le lendemain, peut-être que c'est pas pertinent puis qu'il faut changer notre façon de faire. Puis autant dans le professionnel que dans le personnel, nous, on n'avait pas de télétravail à Alfid avant la COVID, fait que ça l'a amené du bon au moins. On va voir ça après. Mais, tu sais, c'est pas facile quand tu as des équipes à distance plus ou moins complètes sur les édifices, puis ils sont délocalisés aussi. Fait que, non, Puis aussi, la crise actuelle, on ne peut pas copier rien qu'est-ce qui a été fait avant parce que c'est la première fois que tout le monde le vit. Fait que c'est sûr que c'est l'évolution et l'adaptation face à cette incertitude-là, mais on se rend compte qu'on est vraiment... on est prêt à faire face à n'importe quoi, dans le fond. Puis mes défis en ce moment, bien là, c'est l'aide gouvernementale pour les loyers commerciaux, la paperasse qu'il y a avec ça. Je vous dis, c'est quelque chose, mais ouais. On est résilient. Pour récolter les loyers. Ouais, tout un défi quand même, c'est sûr. Edith, de ton côté? Moi, je dirais que ce que j'ai appris, c'est qu'en télétravail, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vraiment,
parce que moi, je travaille sur la route principalement, un peu de bureau, un peu de route. Il y avait un mix des deux. Alors, j'aime le télétravail, mais pas tant que ça. Et en lien avec ça, je vais fermer ça. En lien avec ça, ce que j'ai appris... Voyons, excusez-moi. C'est pas supposé sonner ça. Et donc, le télétravail, en lien avec ça, ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'aime vraiment mon travail sur la route. J'aime rencontrer le monde. J'aime vraiment être sur place, visiter les buildings, faire de... En tout cas, j'aime mon travail sur le terrain. Ça, je le savais, mais maintenant, c'est fortifié. Et moi, je dirais que le défi, le prochain mois, c'est vraiment le prochain mois, c'est ce qu'on appelle le retour à la normale. Alors, moi, je travaille principalement avec les gestionnaires immobiliers. Donc, c'est d'aider mes gestionnaires à ce qu'il y ait créer un sentiment de sécurité chez les locataires qui s'en viennent, qui vont reprendre leur place, donner envie aux locataires de reprendre place à l'intérieur des buildings. Je veux qu'on fasse tout ce qu'il faut pour ça, parce que notre survie en dépend. Il faut qu'ils reviennent dans les buildings, il faut qu'ils reviennent travailler. Et j'espère, tout comme moi, qu'ils n'aiment pas trop le télétravail, qu'ils préfèrent voir du monde. Merci, Edith. Jocelyn, de ton côté? Évidemment, notre plus grand défi des prochaines semaines, ce sera d'accompagner nos clients avec les réouvertures, le déconfinement et de s'assurer d'être prêts et d'être là pour eux. Et de compétitionner malheureusement avec les nombreux programmes gouvernementaux qui ne cessent de changer et qui ont fait en sorte de malheureusement ne pas créer tellement d'incitatifs aux gens de revenir au travail rapidement. Donc, que ce soit les programmes pour les étudiants pour l'été, que ce soit le PCU pour les travailleurs qui présentement sont à la maison et bénéficient pour ceux peut-être qui ont moins le goût à l'ouvrage, comme on dit. Donc, ça crée des défis de taille. J'espère qu'on arrivera rapidement avec des incitatifs pour supporter le retour au travail. Il y a plusieurs choses en jeu. Et évidemment, ce qu'on a appris, nous, dans tout ça, c'est qu'à travers la crise, la force de nos équipes, je pense que les équipes se sont ralliées, se sont regroupées. Et je suis très, très, très fier tu sais, quand on dit on reconnaît les vrais durant la guerre, donc je pense qu'on a vu qu'on avait beaucoup de guerriers et des équipes qui ont été en mesure de supporter nos clients. Et on a eu de très beaux commentaires de plusieurs de nos clients. Et c'est très apprécié. Alors, je suis très fier de mes équipes et on va être là pour la suite. Merci. Julie? Oui. Bien, moi, je ne veux pas radoter, là, ça ressemble pas mal. Moi aussi, la PCU étudiante, j'étais bien frustrée, là, je trouvais ça épouvantable. Quand on sait que des entreprises comme la nôtre embauchent encore, gardant en sécurité, ils ont besoin de gens. Là. Je comprends que les hôtels, les restaurants sont fermés pour la plupart, là, mais quand même, là, nous, on en a du travail pour les étudiants. Moi, je reviendrai, moi, je n'ai jamais été une micro-manager. Puis c'est ça que j'ai aimé de la crise, c'est de dire, regarde, on est en télétravail, on travaille par objectif, c'est de voir avancer les gens avec leurs objectifs. Moi, nous autres, on a créé différents comités de travail pour faire avancer des projets. Ça a été ma plus grande satisfaction, là. C'est drôle parce que j'ai mon père qui est encore bien en forme, puis là, il a une chance, le golf a recommencé. Il me dit, mais voyons, comment tu es sûr que tout ton monde travaille? Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est tellement une autre génération, tu sais. C'est tellement... D'après moi, on le saurait si la fille de la paye, elle faisait plus de paye. Mais en tout cas, ça a été drôle, ça a été de voir justement là, les gens, les nouveaux gestionnaires, ils veulent pas un patron dans leur derrière, ils veulent des objectifs, ils veulent se réaliser. Puis ça a été le fun de voir ça. Puis moi, mon grand défi, j'entendais Annick parler tantôt, là, on est vraiment là-dedans. Là, comment va être le roi 4.0? Là, comment on va pouvoir rassurer vos locataires avec un saut qu'on est passé, puis qu'on a fait le travail qu'il fallait, puis qu'on a donné beaucoup de transparence à ça. Fait que c'est vraiment, moi j'ai un comité juste là-dessus. Là. Comment on va vous rassurer vos locataires, puis ça va être vrai. Là. Bien, merci tout le monde. Il y a une petite question, j'aimerais ça, juste comment voyez-vous l'arrivée de 3000 personnes dans vos édifices ou dans vos centres commerciaux? Annick? J'espère que ce ne sera pas 3000 d'un coup.
On a déjà demandé beaucoup la collaboration des locataires, d'ailleurs, pour s'assurer que... Parce que dans le fond, les craintes principales des locataires présentement, c'est les ascenseurs et les toilettes. C'est grosso modo, c'est les deux questions qui reviennent continuellement. Alors, c'est sûr que les ascenseurs, on suit santé publique, même qu'on est plus sévère que santé publique, à 4 personnes par ascenseur, un par coin. Mais moi, c'est à la Place Ville-Marie, dans le 1 Place Ville-Marie, j'ai 10 000 personnes. C'est quand même bien long à faire monter 10 000 personnes ces étages à 4 par ascenseur. C'est ça, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait ça soit graduel, que dans le fond, on est sur des horaires élargis. On demande aux locataires de faire des horaires élargis, puis que ça se fasse intelligemment, simplement. Je pense que c'est durant tout l'été, on va le voir tranquillement. Puis, dans le fond, probablement que quand on parle avec santé publique, si on avait tous des masques ou des protège-visages en tissu dans les ascenseurs, on pourrait être plus que 4. Donc, dans le fond, la vie va nous amener vers d'autres choses aussi. Là, présentement, on est très, très strict, puis avec raison parce qu'on est encore là-dedans. Mais peut-être qu'en rendu en septembre, on va être ailleurs, puis en tout cas, on espère qu'on va avoir plus de facilité à faire toutes ces adaptations-là. Super. Alors, on avait dit qu'on respecterait notre temps. On l'a dépassé de 4 minutes. Alors, oui. Je vous garde juste une seconde parce que je veux faire du millage sur ce qu'Annick vient de dire. Par rapport à l'utilisation des masques et des gants, vous me rappellerez, mais je veux juste dire qu'il existe des programmes suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour faire la gestion, pour ramasser ces gants-là et ces masques-là. Et vous risquez de tous en avoir besoin parce qu'il faut qu'il y ait quelque part ces produits-là. Alors, contactez-moi, mais il existe des programmes qui ont été mis sur pied pour ce ramassage-là. Alors, je n'en dis pas plus, mais il existe des programmes. J'avais oublié de le dire, mais je trouve très important. C'est important. Ils doivent aller quelque part. C'est ce qu'on appelle équipement de protection individuelle. Merci. Parfait. Merci Edith. Je voulais vous remercier tout le monde. Ça a été vraiment intéressant. 1 heure, ça passe vite. Puis je pense qu'on commençait aussi à se réchauffer pour l'échange, tout ça. Le virtuel, c'est plus difficile, mais ça a été vraiment très agréable de vous avoir. Puis un grand merci. Puis on est chanceux de tous vous avoir. Puis j'espère qu'on pourra se reparler bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci à vous tous.